to start motion station forward. We will let you know when we think that the NTA is out of the truss so you can relax a little bit with it. Okay. Dans chaque histoire légendaire, il y a souvent une part de vérité. Et cette fois-ci, je dois dire qu'il y a de quoi se faire tourner la tête. Nous sommes le jeudi 15 novembre 1851. Solidement amarré dans le port de Marseille sous un temps menaçant, le commandant du Ville-de-Grâce regarde avec impatience la fin du chargement des marchandises de son bateau, sorti tout droit des chantiers de La Seigne-sur-Mer 3 ans plus tôt. Déjà en retard, il sait qu'en voyant partir 2 de ses concurrents pour la même destination, qu'il va devoir faire rougir sa chaudière au maximum pour booster son moteur de 70 chevaux. Il sait que sa coque moderne en fer, propulsée par 2 grandes roues à aubes, est très rapide, mais le retard accumulé par le chargement des marchandises au fil des heures va être compliqué à rattraper. Le vent s'est levé et la nuit commence à tomber, amenant avec elle la pluie. Les portes des cales se referment et la dernière 54e paire de chaussures de passagers finit de franchir la passerelle du Ville-de-Grâce. En avant toutes, direction Nice au plus vite. Il est 1h du matin, le vent ainsi que la pluie redoublent de force, rendant la navigation difficile. Le commandant, bien qu'ayant rattrapé son retard sur ses concurrents, décide de dévier sa trajectoire et emprunte une route plus étroite en espérant une navigation moins agitée. Il décide alors de passer entre la presqu'île de Gien et Porquerolles. Les vagues y seront moins fortes et la distance raccourcie. À 3h du matin, une pluie forte s'abat sur cette mer obscure et formée. La visibilité est très mauvaise et la fatigue grandissante de l'homme de quart emporte avec lui sa vigilance. C'est alors que dans un bruit de tôle effrayant et sous un choc brutal que le bateau stoppe immédiatement sa course. Avant de comprendre ce qu'il se passe, l'eau envahit les coursives luxueuses du Ville-de-Grâce. Les passagers sortis brutalement de leur sommeil se retrouvent avec de l'eau jusqu'à la taille. Des hurlements ainsi que des cris de détresse transpercent le bruit d'une mer défoncée. C'est la panique à bord. Alors que certains essaient de mettre des canaux de sauvetage à l'eau, le commandant propulsé sur le pont découvre au milieu de cet enfer que l'avant de son bateau moderne a été coupé en 2 et qu'ils sont en train de sombrer rapidement. Le Ville de Marseille, un autre bateau de la même compagnie, qui lui en revanche venait de Nice, mais tout aussi maltraité par cette mer formée, avait décidé également de dévier sa route au large pour trouver une navigation plus tranquille. C'est alors que le vendredi 16 novembre 1851, à 3h du matin précisément, dans une mer démontée et sous une pluie torrentielle, que les deux bâtiments sont entrés en collision. Le Ville de Marseille coupa l'avant du Ville-de-Grâce en 2 morceaux qui sombra très rapidement. Bien que fortement abîmé, le Ville de Marseille réussit à recueillir quelques passagers, mais faisant face à des voies d'eau importantes, dans une mer démontée et sans aucune visibilité, il décide pour sauver sa peau de faire route à pleine vapeur à son port d'attache, espérant que ses pompes de cale puissent supporter l'avarie. Les 2 bateaux concurrents, qui avaient été rattrapés par le Ville-de-Grâce, alertés par les signaux de détresse, détournèrent également leur route afin de recueillir les derniers naufragés. 23 personnes au total ont pu être sauvées sur les 54. Quelles sont les probabilités pour que 2 bateaux de la même compagnie décident de dévier leur route le même jour et finissent par se percuter sur une route maritime large de 2 km? Ce drame maritime, qui déjà assez incroyable, aurait pu s'arrêter là, mais c'est bien mal connaître le monde de la mer. Un employé rescapé du naufrage raconta bien des années plus tard, alors qu'il noyait ce cauchemar dans l'élixir local, une bien étrange histoire. Le jour du chargement et durant tout le voyage, il avait été affecté pour une mission hautement prioritaire. Cette mission, protéger coûte que coûte une caisse en bois contenant 1750 louis d'or d'une provenance mystérieuse. D'après son récit, pour sauver sa vie et malgré tous ses efforts, il aurait laissé disparaître cette caisse en même temps que sa cargaison. Les moyens de l'époque ne pouvant pas vérifier ses dires, cette histoire fut d'abord moquée, puis endormie pendant presque 100 ans. Mais en 1950, le carnet de bord du capitaine du Ville-de-Grâce refit surface, ainsi que cette histoire de louis d'or. Le matériel sous-marin ayant fortement évolué depuis, des plongeurs avides de trésors se lancèrent dans une chasse effrénée. L'épave fut vite retrouvée, mais à une grande profondeur, moins 50 mètres. Même de nos jours, cela reste une profondeur importante pour une chasse au trésor. D'ailleurs, beaucoup en payeront le prix de leur vie. Le trésor ne fut jamais découvert, malgré de nombreuses plongées, car on raconte qu'un animal de plus de 3 mètres de long
avec un tronc énorme ressemblant à un gros serpent gardait jalousement l'entrée. Cette histoire, alimentée par de nombreuses beuveries de comptoir, dura quelques années. Et c'est en 1958 que le GERS, groupe d'études et de recherche sous-marine, composé entre autres du célèbre Jacques-Yves Cousteau, décide de s'intéresser à cette histoire et ainsi stopper le massacre de ces plongeurs à la recherche du trésor perdu. Une grosse logistique est alors mise en place et de nombreuses plongées réalisées. Hélas, l'épave bien enfouie dans la vase depuis ces nombreuses années et malgré une volonté bien déterminée, rien ne fut remonté. Pour faire taire cette histoire définitivement et ainsi épargner de nombreuses vies, le GERS annonça avoir retrouvé une grande partie du trésor, mais à ce jour, aucune image ni preuve ne viendront confirmer cette information. Voilà donc un trésor de plus, jalousement gardé encore à ce jour par Poséidon lui-même, qui, dans le plus grand secret, espère peut-être voir passer un jour l'être tant attendu pour ainsi lui confier les clés de ce jardin perdu.